Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un témoignage vraiment fascinant qui nous vient du début du XXe siècle. C'est le récit à la première personne d'une femme dont les pouvoirs semblaient tout simplement défier les lois de la physique. Et ça nous amène à la question centrale de toute cette histoire. Est-ce que notre conscience peut vraiment, directement, influencer le monde physique autour de nous? C'est un peu le fil rouge, vous allez voir, des anecdotes incroyables qu'on va découvrir, des récits qui vont vraiment, mais alors vraiment, repousser les limites de ce qu'on pense possible. Allez, on commence. Pour bien comprendre, il faut se transporter en Algérie, à Tlemcen, aux alentours de 1907. C'est là que tout se passe, et c'est là que la narratrice de cette histoire rencontre notre personnage central, une certaine Madame T. Elle est décrite comme une occultiste, mais pas n'importe laquelle. On parle d'une puissance exceptionnelle, le résultat d'un entraînement très long et très rigoureux. Mais alors, de quelle capacité parle-t-on concrètement? D'après le témoignage, Madame T était capable de sortir consciemment de son corps. Et attention, pas juste une fois comme ça, non, 12 fois de suite. Elle voyageait à travers ce que la personne qui raconte appelle 12 corps subtils. Franchement, ça laisse imaginer un niveau de contrôle mental et même spirituel qui est juste hors du commun. Bon, la première anecdote, c'est une observation directe, vue de ses propres yeux par la narratrice. C'est une démonstration de la capacité de Madame T à, manipuler l'énergie vitale. Et franchement, c'est pour le moins déconcertant. Alors voilà comment ça se passe. Le protocole est d'une simplicité déconcertante. Madame T se sent fatiguée. Alors elle prend un gros pamplemousse, bien mûr. Elle le pose sur son plexus solaire et là, elle se repose pendant 1 heure. Mais attention, elle ne dort pas, hein. Elle reste parfaitement consciente. Le but de l'opération, absorber la force vitale du flux pour recharger ses batteries. Et le résultat est juste stupéfiant. 1 heure plus tard, la narratrice revient et, pour reprendre ses propres mots, le pamplemousse était plat comme une galette. Elle avait absorbé toute la vie du fruit. Il faut essayer de s'imaginer la scène quand même. C'est un résultat concret, tangible, presque violent d'une certaine manière. Ça rappelle un peu les vieilles théories sur l'énergie vitale, le vitalisme. Alors, si l'histoire du pamplemousse vous a semblé déjà un peu étrange, attendez de voir la suite parce que là, on monte carrément d'un cran. On ne parle plus d'influencer le vivant, mais d'une pure démonstration de force sur un objet lourd et inanimé. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de la psychokinésie, tout simplement. Pour planter le décor, la scène se passe pendant la visite d'un riche marchand arabe. Cet homme est curieux, oui, mais surtout, il est profondément sceptique. Il est venu là pour poser des questions sur ce qu'il appelle, avec un peu de mépris, la magie. La réaction de Madame T, elle est assise loin, très loin de la table de la salle à manger. Une table lourde, avec 8 pieds. Et elle, elle ne fait rien. Elle ne dit pas un mot, elle ne bouge pas, elle se concentre en silence. Une concentration qu'on devine intense. Et là, ce qui doit arriver arrive. D'abord, la table se met à trembler, juste un peu. Puis, elle commence à glisser lentement sur le sol. Et d'un coup, d'un seul, elle fait un bond en avant et charge l'homme, qui est complètement terrifié. Il s'est enfui en courant et, d'après ce qu'on raconte, personne ne l'a jamais revu. Bon, histoire suivante. On passe à un pouvoir peut-être encore plus subtil, quelque chose qui défie vraiment notre idée même de la matière. Je parle de la capacité, a priori impossible, de faire passer des objets à travers des murs, des obstacles solides. Alors, voilà la situation. Toute simple. La narratrice sort faire une promenade. Avant de partir, elle ferme sa chambre à clé. Rien de plus normal. À son retour, la porte est toujours verrouillée. Personne n'a pu entrer. Et pourtant, sur son oreiller, elle trouve une petite guirlande de fleurs fraîches. La question est simple. Comment sont-elles arrivées là? C'est un parfait mystère de chambre close. Maintenant, on arrive à l'histoire sans doute la plus spectaculaire, la plus folle. Et celle-là, c'est Madame T elle-même qui l'a racontée. Là, on ne parle plus d'un fruit, d'une table ou même d'une pièce. Non, on parle de la nature elle-même, à une échelle absolument stupéfiante. Et tout commence par une simple erreur administrative. Imaginez un peu. Pour reboiser les montagnes, là, près du Sahara, donc un climat aride, on commande des pins. Logique, sauf que ce ne sont pas des pins qui arrivent, mais des sapins. Et ils sont plantés. Des sapins, les arbres emblématiques des pays nordiques, des pays de neige. Une petite erreur, mais aux conséquences inattendues. Des années plus tard, une nuit de décembre, une entité, une créature, se matérialise dans la chambre de Madame T.
La description est incroyable, un tout petit homme, grosse tête, bonnet pointu, une longue barbe blanche, il est couvert de neige de la tête aux pieds, vraiment tout droit sorti d'un conte de fées scandinave. Et avec lui, il amène un froid polaire dans la pièce. Et là, le gnome lui donne une explication absolument incroyable. Il fait le lien direct avec les arbres qui ont été plantés des années auparavant. Il lui dit « Les sapins sont un signe, ils appellent la neige. Je suis le seigneur de la neige et je suis venu annoncer que nous arrivons. » C'est une sorte de logique magique où la botanique a un impact direct sur la météo. Bien sûr, Madame T n'en croit pas ses oreilles. Elle lui répond « La neige, mais on est tout près du Sahara, ici. » Et la réponse du gnome est à la fois simple, presque enfantine, mais totalement implacable. « Ah, il ne fallait pas mettre des sapins. Point. » Sur ces mots, il disparaît, aussi soudainement qu'il était apparu. On pourrait croire à un rêve, à une hallucination, sauf qu'il a laissé une preuve physique indéniable, une petite flaque d'eau sur le sol, juste là où il se tenait. C'était de la neige fondue. Donc, ce n'était pas un rêve. Et le dénouement de cette histoire est à couper le souffle. Le lendemain matin, au réveil, pour la toute première fois de mémoire d'homme dans ce pays, dans cette région si proche du Sahara, les montagnes étaient entièrement couvertes de neige. Alors, que retenir de toutes ces histoires ? Si on les met bout à bout, elles nous décrivent des phénomènes qui semblent fonctionner bien au-delà de ce qu'on connaît, bien au-delà de notre compréhension habituelle du monde physique, des lois de cause à effet, de la matière. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si on admet, ne serait-ce qu'une seconde, que ces témoignages sont authentiques, alors quelles autres forces pourraient bien exister ? Des forces qui agissent juste là, à la lisière de notre perception. C'est une pensée qui invite, c'est sûr, à reconsidérer un peu les frontières de ce qu'on appelle la réalité.